Le Financial Times a repéré quelque chose d'assez étonnant. Vous vous souvenez bien sûr de ce missile Oreshnik, ce missile réputé inarrêtable que Vladimir Poutine nous vend littéralement tous les 4 matins et qui avait le mois dernier frappé la ville de Dnipro, c'est le 21 novembre. Figurez-vous que ce modèle, il serait en fait fabriqué grâce à des machines occidentales. Autrement dit, c'est grâce à des machines bien de chez nous qu'on arrive désormais à un constat où Poutine nous menace, nous, avec des armes faites avec ses propres machines, nos propres machines. Donc on parle notamment de machines allemandes, on parle de machines japonaises. On a même recruté en ce sens. On est allé chercher des gens qui savent se servir de ces machines occidentales. Et sur une photo d'un des employés de ces entreprises russes qui fabriquent le missile Oreshnik, on voit derrière très bien, on n'a pas ces photos mais on les a décrites, on voit très bien le nom et la marque de ces machines. Donc encore une fois, Aline Lebecq-Reimer, est-ce que ça nous montre tout cela que Oreshnik, en fait, aurait pu ne jamais voir le jour si on avait su mettre en place des sanctions suffisamment fortes et suffisamment restrictives? Probablement, ça c'est certain. Et d'ailleurs, ce que disent les Ukrainiens depuis très longtemps, c'est pas le principe des sanctions qui ne marche pas. Les sanctions fonctionnent. En revanche, elles sont contournées. Contournées aisément. Aisément, dans plein de secteurs. Et c'est ce qui rend beaucoup plus long certains effets des sanctions qui étaient entendus quand elles ont été mises en place en 2022 de façon historique et spectaculaire. Donc ça en fait partie, notamment sur ces composants-là. Le contournement se ferait via la Chine et ça concernerait, je crois, normalement les questions de conception numérique de certains composants essentiels à l'élaboration de ce missile. Ensuite, concernant ce missile en particulier, il y a aussi d'autres détails de ces composants qui notent aussi qu'ils sont très antérieurs dans le temps. À la guerre en Ukraine oui, tout à fait. 2010, qu'ils auraient pu être obtenus avant la guerre. Surtout qu'il a un aspect bricolé, extrêmement bricolé. Il serait potentiellement aussi une version améliorée d'autres plus anciens, voire même de versions très soviétiques de modèles qu'on appelle les Topol, de choses comme ça, qui viendraient aussi un peu casser le narratif, le mythe, et viendraient dire aussi deux choses, de la fonction suprême, comme dirait l'autre, de la campagne aussi de communication qu'il y a autour de ce missile censé nous faire très très peur. Il y a petit un aussi, premièrement, le fait que les sorties nucléaires tel un marionnier assez régulier du Kremlin pour nous faire peur, et si la petite menace nucléaire assez mensuelle ou bimestrielle, voilà. En fait, ça fonctionne un peu moins qu'avant parce que finalement l'Occident y croit un peu moins. On a tendance plus on crie au loup. Voilà, exactement. Donc il faut trouver toujours d'autres choses. Donc ce missile aurait potentiellement cette fonction-là aussi. Et ensuite. Sur la question du bricolage, ça viendrait dire aussi que, alors ça, ce sera pas quelque chose d'historique non plus, un inédit historique, mais que finalement la Russie violerait aussi les accords concernant la question de la prolifération de ces missiles balistiques intercontinentaux à moyenne portée depuis très extrêmement longtemps, depuis 2010-2017, et c'est un peu les preuves qui sont retrouvées dans l'analyse entre guillemets ADN de ces composants, Oui, mais colonel Goya. Vladimir Poutine, on l'a entendu d'ailleurs, on l'a diffusé ici, il a dit moi je veux absolument maintenant produire en série ce fameux missile Oreshnik, il faut produire, on va même en mettre certains en Biélorussie, on va y revenir, mais comment peut-on produire en série quelque chose dont les composants sont en partie occidentaux? Ça veut dire qu'on va de fait avoir du mal à approvisionner cette ligne. Oui, c'est vrai, mais c'est le cas de tout. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Ça veut dire que potentiellement, on va avoir très peu d'Oreshnik qui vont sortir. Oui, alors d'abord, oui, l'Oreshnik, en fait, c'est un développement du RS-26 dont le premier essai réussi date de 2012. Et avant toute sanction, et là où effectivement les Russes ont pu bénéficier de toute l'aide possible, inimaginable, toutes les importations en tout cas nécessaires pour cela. Et au passage, oui, effectivement, en 2012, il avait tiré au-delà de 5500 km le RS-26 avec une ogive quasiment creuse et ultra légère. C'était pour justement aller au-delà de 5500 km parce que ils n'avaient pas le droit. Les Russes n'avaient pas le droit de faire des missiles qui allaient en dessous de 5500 km. Donc ils l'ont masqué. Puis ils ont apparemment abandonné ce projet en 2017 et ils l'ont ressorti un peu des cartons. Mais c'est pas
techniquement, c'est pas une prouesse considérable. Maintenant, pour répondre à votre question, mais on retrouve la même chose d'ailleurs avec les missiles Iskander. On a démonté les missiles Iskander, on s'est aperçu qu'il y avait plein de composants qui étaient occidentaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas résolu ce problème incontestablement. Ils n'arrivent pas. L'ingénierie russe n'arrive pas à produire suffisamment de composants électroniques, en particulier, aussi sophistiqués. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Ils ne disposent pas, par exemple, d'acier particuliers qui sont pour les canons de char, par exemple, des choses comme ça. Mais ils compensent, d'abord, ça a été évoqué, par la Chine. La Chine peut produire aussi des composants, peut-être moins bonne qualité, mais bon, on produit quand même. Ça c'est suffisant. Et puis par tous les moyens. Quand vous voyez le commerce extérieur des pays limitrophes de la Russie, notamment le commerce extérieur des pays d'Asie centrale avec l'Allemagne, et qui a explosé mystérieusement depuis 3 ans. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça a été multiplié par 10, par 20. Et donc oui, on imagine qu'au bout du compte, ces sanctions elles peuvent être très 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 largement contournées. Alexandre Melnik. L'histoire de Oreshnik est quand même fabuleuse et très révélatrice parce que ça dépasse largement le cadre d'un missile. Souvenez-vous que c'était vendu comme le nouveau rêve de la Russie qui, soi-disant, peut s'appuyer sur ses propres forces. Et donc aujourd'hui, on constate que ce rêve, ça fait pchit. Pour employer l'expression connue, tout simplement parce que ça prouve aussi que la Russie, même dans cette vantardise que nous sommes les meilleurs, que nous pouvons faire les missiles les plus puissants du monde, ça me rappelle d'ailleurs la chanson de Vladimir Vysotsky, qui était le mari de Marina Vladi, qui disait que peut-être technologiquement l'Union soviétique n'est pas le pays le plus fort, mais en tout cas nous pouvons faire des missiles, nous pouvons construire des barrages hydroélectriques sur les fleuves de Sibérie, et surtout dans le domaine du balai, nous sommes le plus en avance sur la planète entière. C'est la chanson de Vysotsky. Donc derrière cette histoire de Oreshnik, il y a l'histoire de Potemkin. C'est-à-dire toujours en Russie, il y a une façade qui peut briller pendant un certain temps, et après on s'aperçoit que derrière la façade, il y a une autre réalité beaucoup moins attirante, et ce qui prouve aussi dans le cas d'Oreshnik que la Russie ne peut pas se passer de technologie occidentale. La Russie, dans notre monde globalisé, dans notre monde interconnecté, elle n'est pas autonome. On ne peut pas s'isoler complètement de ce monde, et c'est ce que Poutine essaie de faire pour son pays en l'amenant pratiquement au suicide. On ne peut pas le faire. C'est une impasse. Donc aujourd'hui, même les composants, comme c'est montré justement ces images, ce sont des composants qui peuvent être accomplis, élaborés avec la participation des pays, d'autres pays, et pas seulement la Russie. Donc c'est-à-dire ce syndrome de forteresse assiégée que évoquait Sylvie tout à l'heure. Donc c'est toujours un prétexte et une sorte de réhabilitation, réinitialisation de cette image de Potemkin, et dire que nous pouvons tout faire, alors qu'aujourd'hui, la Russie ne peut exister seulement dans le contexte global, dans le contexte international. Sylvie Berman, justement. Oui, alors d'abord les armes hypersoniques ont été développées il y a longtemps, puisque en 2018, dans ce qu'on a appelé le discours du manège, Vladimir Poutine avait déjà présenté ces missiles hypersoniques que nous on appelle plutôt hypervéloces. Donc il avait les machines pour le faire, et à l'époque il n'y avait aucun interdit sur les importations. Maintenant aujourd'hui, les composants électroniques, on sait très bien, ils n'arrivent pas seulement de Chine, ils arrivent des pays du Golfe, ils arrivent des pays voisins. En fait, il y a un contournement total des sanctions dans ce domaine. On ne peut plus fournir intégralement des machines, mais on peut fournir en tout cas, la Russie peut se procurer des composants. Alors, cela dit, en 2018, Vladimir Poutine avait déjà dit qu'il développerait ses missiles en série, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait. Donc, effectivement, on peut se poser la même question sur l'Oreshnik. On peut se poser des questions sur pas mal de déclarations de Poutine et aussi de Loukachenko, le président de la Biélorussie, parce que lui, ce qu'il a dit, c'est, regardez, c'est d'ailleurs l'étape supplémentaire systématique, dès qu'on promet une arme du côté russe, à chaque fois on dit, regardez, on va la transférer en Biélorussie, signe qu'on se rapproche un peu de l'Europe. Ça a été dit pour l'Oreshnik. Est-ce que c'est vrai? Écoutez la réponse de l'intéressé. Et combien d'Oreshnik viendront en Biélorussie?
Je pense à une douzaine pour l'instant, puis nous verrons. Si les Russes souhaitent en placer plus, nous en placerons plus. Je dis 10 missiles pour l'instant. Et ensuite, si Vladimir Poutine est d'accord, plus d'Oreshnik. 10, c'est déjà beaucoup. Eh bien, avec réserve. Ça changerait quoi concrètement qu'il y en ait en Biélorussie ou pas et en nombre, Aurélien Duchesne? Soit un retour à la case de 1983 de la crise des euromissiles, parce qu'on est parti de là. L'interdiction des missiles d'une portée intermédiaire, 500 à 5500 km, comme c'était le cas juste en 2019, jusqu'à ce que ce traité soit déchiré par les Américains, notamment parce que les Russes étaient en train de le contourner. On en a la preuve aujourd'hui, preuve industrielle. On pourrait revenir à un scénario donc de type crise des euromissiles, l'époque où Mitterrand en France disait que les pacifistes étaient à l'ouest, mais les missiles étaient à l'est. Eh ben, conséquence pour nous, ces missiles, par définition, ils nous concernent nous. 14 minutes entre la base d'Astrakhan et Paris pour nous balancer un Oreshnik dessus. Ils ne concerneront pas les États-Unis. Ce serions nous, les Européens, qui serions au menu de ce qui se passerait. On serait peut-être obligé en France d'en revenir à, par exemple, des gammes de missiles qu'on avait, par exemple. Donc attendez, c'est-à-dire que ce message conjoint avec la Biélorussie, c'est uniquement destiné à nous, Européens? Alors, de la part d'un Loukachenko, je dirais que c'est d'abord une manière d'exister, parce que l'an dernier, on a eu différentes gammes de sa part sur la catégorie nucléaire, où il parlait d'héberger sur le sol de Bélarus des armes nucléaires, où il avait brandi le fait que la Biélorussie et la Russie, normalement, d'après un traité d'acte d'union, sont censés fusionner en un seul et même pays, à un horizon indéterminé. Enfin bref, il avait essayé d'invoquer la protection nucléaire russe. Poutine lui-même s'y était ouvert. De la part d'un Loukachenko, c'est plus une manière d'exister, je pense.